Bonjour, bonsoir, tout dépend de votre position sur la petite planète bleue. Je vous retrouve donc aujourd'hui pour continuer notre nouvelle saga. Il s'agit donc naturellement de ce roman Fleuve dont nous avons déjà parlé, notamment Révélation sur le Bénin, le Dahomey de 1600 à ce jour ou à nos jours ou jusqu'en 2021. C'est ce dont nous nous apprêtons justement à faire les révélations. Et depuis quelques semaines déjà, nous nous sommes attelés à approfondir le fait qu'il y a deux histoires. C'est vrai, on pourrait même dire qu'il y a trois histoires. Parce qu'il y a l'histoire qui se prépare, qui se fabrique par ceux qui doivent faire l'histoire. Mais ce n'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse ici, c'est deux histoires. L'histoire que nous connaissons et que nous avons dénommée l'histoire historique, celle qu'on nous a contée à l'école avec les mythes, les légendes sur le Dahomey, et l'autre histoire, la partie cachée de l'histoire. Cette partie cachée, elle est faite de force, de cultisme, de pouvoir, de magie noire ou de magie blanche. Tout cela, c'est nous. Nous sommes toute cette identité-là. Et donc, il est important que nous parlions de cette histoire car nous sommes en train de pointer vers une révélation très fracassante, très importante qui vous permettra de mieux gérer, de mieux comprendre les conflits actuels qui se déroulent sur le territoire du Bénin en République béninoise. Voilà donc ce à quoi nous nous sommes attelés depuis quelques semaines et nous allons continuer aujourd'hui avec un intitulé assez intéressant. Il s'agit donc du culte des ancêtres. Parce que beaucoup de personnes ne comprennent pas l'interaction ou la relation qu'il y a entre l'ancestralité et justement le fait qu'un pays doit tenir dans son courant d'énergie ou dans son dan, ou comme je l'ai dit tantôt, dans son courant d'énergie tellurique. Il le faut. Vous savez très bien que n'importe qui ne pouvait devenir roi et sur la terre de Dahomey, les rois se succédaient pratiquement de père en fils ou peut-être un oncle ou un cousin. Toujours est-il que vous comprenez bien que dans toutes les grandes traditions, on parle souvent de sang royal, ce qui nous révèle une certaine filiation, une certaine généalogie royale. Et ça, les gens en parlent dans plusieurs contrées déjà. Ce n'est pas nouveau. Parce que le sang qui est le dan, d'accord, en quelque sorte, le sang qui est le dan, l'énergie dragon qui est en nous et qui est reconnu par la Terre dans son énergie tellurique, eh bien, ne reconnaît que le sang qui a été initié, le premier sang qui a été initié. Cela veut dire que si vous prenez par exemple la généalogie royale de Dahomey, on se rend compte que les choses peuvent facilement commencer à se gâter tant que ce n'est pas le sang royal, le sang qui a été initié à ce courant d'énergie, à ce dan. Donc, on comprend que c'est le sang qui n'a pas été initié à ça. Et bien, si ce sang vient au pouvoir, les choses se compliquent vraiment de façon drastique. Raison pour laquelle, dans toutes les contrées du monde, lorsqu'on parle de roi, on parle justement également du roi de la terre. D'accord? Et on parle également du sang royal. Parce que ce n'est pas simplement du sang de rey, ce n'est pas seulement du sang royal ordinaire ou de tout sang ordinaire, il s'agit en réalité du sang qui a subi une forme de magie occulte, une forme de pouvoir, une forme d'initiation et qui a été, disons, harmonisé ou identifié comme le sang accepté par le courant d'énergie, dans le cas de Dahomey, par le courant d'énergie Dan, ou le courant d'énergie tellurique qui circule sur la Terre. Donc, si un autre individu arrive sur cette Terre-là pour pouvoir la gouverner, eh bien, il se pose un problème parce qu'il y a incompatibilité entre le courant Dan ou tellurique qui circule dans l'énergie de la Terre, dans sa phase cachée ésotérique ou dans sa phase révélée exotérique. Il y a conflit et en ce moment, les choses peuvent mal aller. Ça, il faut le comprendre.
Mais il ne s'agit pas simplement de constater cela au niveau des royautés. Cela peut également s'avérer être le cas lorsque vous n'avez pas celui qui devrait être président de la République choisi par, non pas par les populations, parce que le peuple, aujourd'hui, quand on parle de démocratie, il faut oublier tout ça. On en parlera après. Est-ce que la démocratie convient à la métaphysique? On en parlera. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas vraiment le peuple qui doit choisir ou qui choisit, c'est la terre qui choisit. Et s'il arrive qu'il y a un conflit entre le choix du peuple, le choix de la terre et le choix divin, donc 3 choix possibles, cela veut dire qu'un président peut être le choix du peuple, un président peut être et le choix du peuple et le choix de la terre, ou un président peut être juste le choix de la terre, ou peut être simplement le choix de la providence. Ça dépend de la position selon les oracles ou selon ce qu'on a constaté en lui. Toujours est-il que s'il est président reconnu par l'instance divine, eh bien, il est d'abord et fondamentalement président reconnu par la terre. Donc, la terre également doit reconnaître le sang qui vient gouverner les forces. Parce qu'une terre, ce n'est pas simplement une terre. Elle est faite de plusieurs divinités, elle est faite de plusieurs éléments, ou de plusieurs élémentales, si vous voulez, à savoir les entités de la terre, les entités de l'air, les entités de l'eau, les entités du feu. C'est fait avec des esprits. Nous sommes en présence des esprits, nous sommes en présence des entités. Donc la terre n'est pas réellement la terre, c'est, disons, un ensemble de royaumes entitaires ou un ensemble de royaumes d'entités qui fonctionnent en cohésion, en harmonie, dans une certaine interopérabilité qui nous permettent justement de nous sentir en paix sur la terre. Donc si un roi ou un président venait sur une terre et que ce président n'est pas reconnu par la terre, eh bien, les entités de la terre ne lui obéissent plus. Et à partir de ce moment, on peut s'attendre à ce que beaucoup de cafouages existent naturellement sur cette terre-là, parce que le président ou le roi maîtrise d'abord les forces vitales ou les entités de la terre, ou ce qu'on appelle les idamon ou les daimon, ou les esprits naturels, les esprits de la terre, les esprits de la nature, on les appelle également comme ça. C'est lui qui les maîtrise d'abord par sa venue, ce qui naturellement, justement, lui permettra de gouverner en toute paix. Et c'est ce que le vaudou est censé apporter, c'est-à-dire apporter le chemin initiatique par lequel on peut créer une certaine ambiance spirituelle ou une atmosphère spirituelle de convivialité, d'harmonie, d'équilibre entre les forces de la nature et les habitants qui vivent donc sur cette terre-là. Et donc le vaudou, en tant que science au départ, était censé donc apporter la paix ou apporter la providence, apporter la prospérité, l'abondance et tout ce que vous savez. On parlera du vaudou une autre fois. Alors, continuons donc ce vers quoi nous sommes en train de tendre. Si vous avez compris tout ce que je viens de dire, nous sommes en train d'aller dans un élément très important. Et ces éléments nous permettront d'expliquer après les réincarnations qui se sont succédées sur la terre de Dahomey et certains présidents aujourd'hui qui sont les réincarnations d'autres personnes du passé et les raisons pour lesquelles certaines situations se produisent. Est-ce que la terre est d'accord? Est-ce que Dieu est d'accord? Est-ce que le peuple est d'accord? Ou tout simplement, c'est le fait du karma. Qu'est-ce qui se passe concrètement? On verra ça à la loupe et on comprendra vraiment clairement et on s'apaisera aussitôt qu'on a compris tout cela. Et donc, nous étions en train de parler donc du culte des ancêtres. Je vais d'abord corriger cette terminologie. Je l'utilise d'abord et je la corrige ensuite. En fait, lorsqu'on parle du culte des ancêtres, on devrait plutôt dire le culte des mânes des ancêtres. C'est deux choses séparées. Beaucoup de personnes ne font pas la différence. Il y a une différence, une grande différence entre le culte des ancêtres et le culte des mânes des ancêtres. Le culte des ancêtres est ce qui crée la dégénérescence des nations. Car les ancêtres, vous ne pouvez pas les adorer, vous ne pouvez pas les adorer réellement de façon humaine. Si vous les adorez, vu que tout dans la vie évolue, suit un dynamisme donné et que le changement évolue, il arrivera que si c'est les ancêtres que vous adorez, en tant qu'esprit distinctif, il y a un problème. Il y a un problème parce que les ancêtres ne comprendraient pas
la raison pour laquelle vous voulez couper un arbre fétiche. Les ancêtres ne comprendraient pas la raison pour laquelle vous voulez passer un pont sur une rivière alors qu'en leur temps, le concept du pont n'existait pas dans leur esprit. Les ancêtres ne comprendraient pas pourquoi vous aimeriez créer une autoroute à travers le village alors que le village, selon eux, est sacré et on ne peut pas faire une autoroute à travers le village. C'est là que vous êtes en conflit avec des interdits parce que, au lieu de pratiquer le culte ou la science des manes des ancêtres, les gens en sont arrivés à pratiquer le culte des ancêtres, deux choses séparées. Le culte des ancêtres est négatif, mais le culte des manes des ancêtres est purement positif et constructif, pour ne pas dire totalement purement magique. Et aucun peuple ne peut évoluer sans les manes, vous voyez, sans les manes des ancêtres. Et ça, je vais l'expliquer de façon terre à terre. Donc, vous comprenez alors que aujourd'hui, certains interdits qui empêchent la science d'évoluer ou les technologies de s'imposer ou certains villages de changer ne sont liés qu'au fait que les personnes ont perdu la science même, d'accord, ou la scientologie même des manes des ancêtres, et aujourd'hui ils ne pratiquent que, disons, le culte des ancêtres qui en réalité conduit inévitablement à la dégénérescence des nations, puisque nous sommes des êtres évolutifs et les ancêtres ont vécu à des périodes données. Et ne connaissant pas cette évolution-là, si un ancêtre n'a jamais vécu au temps où il y avait un avion, donc dans les années peut-être 1700, par exemple, vous n'allez pas continuer à l'adorer, lui demandant de vous ouvrir l'esprit, parce qu'un esprit qui vit dans un corps physique, même s'il meurt, il ne peut pas connaître plus que ce qu'il connaissait déjà. Vous voyez, et c'est ça ce qui est délicat. C'est ce qu'il connaissait déjà qui le suit. Mais il ne faut pas prétendre que parce qu'il vivait, maintenant il est mort, il est dans le royaume de l'au-delà. Donc ce qu'il ne connaissait pas avant, il va connaître ces choses. Ou bien les formules mathématiques qu'il ne connaissait pas avant, maintenant il va les connaître. Il ne va pas les connaître. À moins qu'il les apprenne là-bas également. Mais il ne les connaissait pas, il ne va pas les connaître parce qu'il n'a pas ce souvenir-là, il n'a pas gardé, n'est-ce pas, ces fonctions-là en lui. C'est ce qui fait que souvent, lorsqu'on veut faire évoluer des cités, on est confronté au fait que certains praticiens disent non, on ne peut pas faire ça parce que c'était au temps de nos ancêtres, et donc finalement rien n'évolue. Parce que les ancêtres opposent une certaine résistance. Parce que c'est le culte qu'on est en train de faire, le culte des ancêtres, alors qu'on devrait faire le culte des membres de nos ancêtres. C'est la même erreur qui s'est traduite aujourd'hui pratiquement dans le vaudou, dans la mesure où les gens aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne font que dire, c'est ce que nos ancêtres faisaient. Au lieu de dire simplement, c'est dans l'esprit des manes de nos ancêtres. Voilà. Parce que dans la manne des ancêtres ou dans les manes de nos ancêtres, il est parfaitement facile de créer une évolution de façon même exponentielle, d'aller plus loin, plus que la vitesse de la lumière. Mais tant qu'on demeure dans le culte basique des ancêtres, eh bien, on ne peut pas évoluer. Et c'est ça qui est un peu de l'idolâtrie. Le culte des ancêtres, c'est de l'idolâtrie. Les gens peuvent critiquer, ils sont libres. Mais le culte des membres des ancêtres n'est pas de l'idolâtrie, parce que ça, c'est de la scientologie métaphysique, c'est de la science spirituelle. Et on peut maîtriser cette science-là pour permettre à un peuple, d'accord, de booster ce que j'appellerais, booster, non, de boomer, voilà le mot juste, de boomer tout simplement à travers son lien généalogique, de boomer, n'est-ce pas, ses capacités et d'aller plus loin. Alors, qu'est-ce qu'on appelle généralement manne des ancêtres? Il faut qu'on l'explique, parce que il y a manne des ancêtres, mais on parle également de manne tombée dans le désert, même si ce n'est pas la même chose. Alors, pourtant, à un niveau plus profond, c'est réellement la même chose. Et je vais vous l'expliquer tout à l'heure. Vous savez, lorsque on parle de manne des ancêtres, le mot manne, je vais rebondir tout simplement dans la tradition sanskrite, qui effectivement n'est qu'une translittération ultérieure de l'égyptien antique. Alors, dans la langue sanskrite, on parle beaucoup de mana. Il y en a même, les théosophes vous parleront de principe manasique, où on parle de mana. Mana, c'est ce qu'on pourrait appeler le principe égotique, c'est-à-dire c'est ce qui identifie l'individu en tant qu'intelligence. Vous voyez? Mais pour être plus pragmatique,
le mot mana ne vient que, ou du bien identifie pratiquement le mot mélanine. La mélanine qui est tout simplement une substance qui est sécrétée, aussi une substance peut-être biochimique, mais que nous considérons métaphysique, parce que Osari ou Osiris était peint souvent en noir. Non pas parce que c'est la peau noire, parce qu'en Égypte, il y avait plusieurs formes de noir. On pouvait dire sombre, mais pas noir, noir. Il y avait plusieurs catégories de noir. Mais Osiris était peint en noir, noir, tout simplement parce que, justement, non seulement c'était le symbole même du soleil, d'accord? Je vais expliquer plus tard pourquoi le noir est le symbole du soleil dans toute sa luminosité, mais également, c'était le principe de l'intelligence suprême, représentant donc ce que nous appelons le dieu Mana, ou pour certaines personnes, le dieu Imana, qui n'est rien d'autre que, justement, le principe manasique, ou le mana des Sanskrits. Alors, qu'est-ce que le mana? C'est le mana qui fait de nous, pour la première fois, l'individu capable. D'accord? L'individu capable ou qui nous relie pour la première fois à notre identité divine. Donc, c'est l'élément capacitaire. Donc, le mana est le principe de capacité. D'accord? Le mana est le principe de capacité. C'est ce qui nous rend capable. L'anglais dira man. Vous voyez, c'est exactement de là. Ça vient justement du sanskrit. Man. C'est celui-là qui détient mana. C'est celui dont l'intellect est capable. Il a atteint un niveau de capacité, de capacité, qui lui permet donc de travailler entre deux mondes. Donc, si aujourd'hui, on parle de l'homme, ce qui le différencie de l'animal, c'est tout simplement que l'homme a ce que nous appelons le principe manasique ou ce principe égotique qui le rend capable de faire quelque chose. Vous voyez? Et ce principe-là, et disons, on pourrait même aller plus loin en disant que c'est ce qui synthétise au niveau métaphysique notre divinité intrinsèque. Et c'est ce qui va nous permettre d'avoir naturellement une âme et de ressentir, de vivre. On pourrait même résoudre tout simplement l'homme en disant que ce qui le caractérise et fait de lui un individu réellement transcendant, c'est son principe capacitaire, c'est son principe manasique. Oui. Vous allez me dire où est-ce que ça conduit. Je vous explique. Et donc, chaque peuple, chaque famille, je vais commencer par là, chaque famille, chaque ethnie, chaque peuple possède une âme. Je ne parle pas de l'âme distinctive, où on dira, moi j'ai une âme, vous également, distinctivement, vous avez une âme. Mais je veux parler de votre famille, par exemple. Si vous appartenez à une famille, concevez cela peut-être comme un égrégore, mais en réalité, votre famille a une âme qui lui est propre. Vous allez voir que certains peuples se ressemblent tellement. Dans certains peuples, les gens de ce peuple se ressemblent tellement. On va dire que c'est génétique, d'accord. Mais nous, on dira qu'avant la biologie, il y a comme un courant d'énergie qui fait que la biologie subit sa réglementation. Et ce courant d'énergie-là, c'est ce qu'on pourrait appeler l'âme. Donc, chaque peuple a une âme. On parlera de l'âme d'un peuple. Et chaque peuple ne survit durablement que grâce à son âme. L'âme commune d'un peuple, pas l'âme individuelle. C'est ce qui a amené les Africains à un moment donné à créer l'esprit de communauté. La communauté, c'est les gens qui possèdent une même âme. C'est les gens qui se reconnaissent ayant une âme unique. Je ne parle pas d'égrégore, je parle de l'âme. Vous savez qu'il y a l'âme universelle de laquelle nous sommes en tant qu'âme distinctive. Mais je vais vous dire également que de la même manière, les peuples, chaque peuple a une âme. Vous ne pouvez donc pas aller vous incruster dans l'histoire d'un peuple alors que votre âme ne se reconnaît pas dans ce peuple-là. Donc pour que ce peuple vous reconnaisse, il faut que votre âme se reconnaisse dans ce peuple. Et même s'il faut pratiquer des formes de mariage qui lient, par exemple, un Européen à un Africain, il faut d'abord, à un niveau profond métaphysique, au niveau de l'âme des deux peuples qui est complètement différente, il faut créer une reliaison afin que les mânes,
d'accord, des ancêtres de chaque peuple soient reconnus, identifiés et puissent collaborer ensemble. Les membres des ancêtres ne sont pas les âmes des ancêtres. Les membres des ancêtres ne sont pas les esprits des ancêtres. Les membres des ancêtres, c'est quoi? Chaque ancêtre qui a foulé le sol africain et qui a accompli de grandes choses, pas tous les ancêtres. C'est pourquoi dans l'histoire africaine, souvent, quand un roi n'a pas été comme il le fallait, on l'exclut de la royauté et on ne cite plus normalement son nom. Parce qu'on ne veut pas faire appel à son, disons, à ses manes ou à sa manne, tout simplement. Parce que lorsque un roi arrive en tant qu'initié ou des héros africains arrivent et qu'ils possèdent cette grandeur d'âme, cette capacité à manipuler les forces, à faire avancer les choses, à briser les interdits, à ouvrir des chemins, à faire avancer, l'Africain avait développé une technico-technologie spirituelle qui permettait de recueillir, après la mort de cet ancêtre-là, ou même avant sa mort, de recueillir son énergie capacitaire. On appelle ça l'énergie capacitaire. De recueillir son énergie capacitaire et de stocker son énergie capacitaire dans des données physiques ou dans des assignes, par exemple dans certaines contrées, afin que ces manes-là soient proches de la population, les inspirent et leur produisent de la créativité, du pouvoir et les investit également des mêmes potentialités, des mêmes capacités pour aller plus loin que ce que les autres ancêtres avaient fait. Donc, il ne s'agit pas, précision, du culte des ancêtres, il s'agit du culte, d'accord, ou de la science des manes des ancêtres. Les manes des ancêtres n'étant que l'énergie capacitaire qu'on va recueillir après la mort de cet ancêtre ou pendant même qu'il était vivant, il peut transférer lui-même, et disons, son énergie capacitaire pour que même après son départ, cela puisse continuer à aider les populations. Donc, quand vous faites partie d'un peuple comme le peuple africain a une âme africaine. Il y a une âme africaine. Et nous sommes là pour nourrir l'âme africaine. Autrement, si nous n'avons plus de grandeur d'âme, si nous ne produisons plus de façon capacitaire pour nourrir l'âme africaine, c'est l'âme africaine qui va mourir et les conséquences, nous les subirons dans le corps physique. Donc, ce qui arrive aujourd'hui à l'Afrique, ce n'est pas un problème avec l'Europe, ni avec l'Amérique ou avec l'esclavage. Non. Le problème de l'Afrique, c'est la perte de l'identité intrinsèque spirituelle. C'est la perte de la connexion avec l'âme africaine. Pour pouvoir recueillir les manes des ancêtres et de pouvoir agir afin de se ressouvenir, afin de reprendre de la mémoire. Afin de reprendre de la mémoire. L'histoire africaine n'est pas perdue, elle existe, elle est là. Elle est stockée dans chaque cellule de l'Africain. L'Africain a juste perdu la connexion. Et tant qu'il ne retrouvera pas cette connexion, parce qu'il nie son identité intrinsèque, ça ne se trouve pas dans le simple fait de porter un nom kémite ou pas, non. Ça se trouve dans une forme de démarche, d'accord, scientifico-spirituelle et métaphysico-initiatique qui permet à l'individu de se réveiller, de s'éveiller, de réveiller les forces endormies en lui-même et de retrouver son identité. Et donc, c'est ce qui se passe dans l'histoire de Dahomey. Les manes des ancêtres aujourd'hui sont où? Exactement, c'est ça le problème. Parce que c'est confondu avec le culte des ancêtres. Et du coup, quelles sont les manes que nous avons recueillies? Est-ce que c'est des manes dégradées ou c'est des manes de possibilités capacitaires pouvant faire évoluer un peuple? Car la terre béninoise demeure toujours une terre de mystère. Et ce que cette terre va vous révéler à venir, vous allez vous rendre compte que vous ne la connaissiez pas. Et que les gens qui seront même concernés dans ce que je vais citer vont se demander qu'est-ce qui se passe. Je vous retrouve la prochaine fois pour continuer dans cette même lancée et nous allons commencer à aborder maintenant les réincarnations de certains présidents et ce qui se passe réellement sur la cité du Bénin ou de Dahomey. Je vous remercie, je vous retrouve à la prochaine fois. Merci.